Vis-à-vis de la situation qu'il a mentionnée, je vais faire la suivi pour m'informer un peu plus concernant les détails concernant ces inquiétudes. Merci. It is now the time for the honorable... Le temps venu pour la députée de Salton Gulf Island. Nous avons beaucoup d'enjeux ce soir. Malheureusement, c'est assez superficiel, mais je voudrais parler de quelques questions difficiles. Personne n'est content quand quelqu'un en libération conditionnelle commet un crime. Des vies sont perdues. La famille de la victime, comme c'est ce qui est arrivé sur la 401, ça brise le cœur. Mais la personne responsable était en libération conditionnelle. Quand on se penche sur la question, le défunt et la victime avaient été accusés et n'étaient pas derrière le volant et ils n'auraient pas dû être poursuivis. C'est compliqué. Qui était responsable? Il y avait une voiture qui allait en sens contraire sur l'autoroute. Des grands-parents des bébés sont morts. Mais la poursuite allait contre toutes les règles de la police. La personne qui a commis un vol n'allait pas tuer ou kidnapper quelqu'un. Donc, la poursuite en rapide était la mauvaise réaction au mauvais moment. Et ça a causé une tragédie. Est-ce que le ministre peut répondre à ce que je viens de dire? Et quelques secondes pour poser sa question. J'aimerais souligner que la députée d'en face, c'est que les décisions pour les projets de loi sont pris par des juges de paix partout au pays. Ils veulent toujours arriver à l'équilibre entre le risque de fuite, la récidive et l'envoi d'un message et la confiance dans l'administration de la justice. En ce qui concerne les actions de la police, des enquêtes sont en cours sur les raisons pour lesquelles on a poursuivi la voiture sur la mauvaise raison sur l'autoroute. Mais c'est très triste. Des familles ont souffert. Nous voulons toujours diminuer le nombre d'accidents fatals et voulons maintenir la sécurité des Canadiens. La députée de Saanich Gulf Island. On va au cœur du sujet avec ces exemples. Ça sème le doute dans notre système pénal du common law. On est innocent jusqu'à qu'on soit prouvé coupable. Donc, les gens libérés juridiquement, ils ne sont pas considérés coupables. Ils sont innocents. Récemment, on peut parler d'Omar Zoumer, qui a été impliqué dans un accident tragique qui a tué un policier en juillet 2021. On a décidé de l'accuser de meurtre au premier degré. Il a été reconnu non coupable 3 ans plus tard. Le tribunal se sont excusés. Son avocat dit qu'il a fait l'objet d'harcèlement et de mails haineux parce qu'il a représenté quelqu'un d'accusé de meurtre au premier degré. On parle ici d'une personne qui a quasiment perdu sa liberté pour toujours et d'une poursuite dure. Mais dès sa libération conditionnelle, l'ancien maire a dit « Comment est-ce qu'on peut... » Est-ce que le ministre s'inquiète, comme moi je m'inquiète, du fait que si on n'oublie pas qu'on est innocent, qu'on soit trouvé coupable, on est plus dangereux encore? Le ministre de la Justice a 1 minute pour répondre. Le dossier d'Omar Zoumer présente bien l'importance de bien faire les choses et de prendre de bonnes décisions. Il n'y a pas d'exemple plus clair.
La présomption d'innocence comprend également la présomption et le droit de ne pas se voir refuser une libération en vertu de la charte. Le cas dont vous parlez le représente bien. Ce qui est troublant, c'est que plusieurs politiciens, de plusieurs partis, dénonçant l'horreur abjecte des crimes. Et bien sûr, cette personne a été reconnue non coupable, mais le dossier démontre bien que le travail que fait le système est nécessaire et qu'il doit être fait de manière impartiale et indépendante. Mon collègue a parlé d'un autre dossier. Quand on veut influencer les perceptions de l'influence, ça nuit au pays. On ne devrait pas le faire. Les commentaires sur le bien fondé des décisions de mise en liberté ne sont pas appropriées. Elles n'ont pas leur place dans une démocratie comme la nôtre quand on veut établir une ligne entre les décisions judiciaires et les décisions politiques. La députée de Salish Gulf Island. Monsieur le Président, il me semble que le programme de supervision des libérations était sous-financé. Ai-je raison de penser que ces programmes sont financés par les provinces et les territoires? L'honorable ministre, vous avez 15 secondes. La supervision des libérations est financée par les provinces. C'est auprès d'elle qu'on peut en savoir plus. La députée de Salish Gulf Island. J'ai parlé d'économie parce qu'on parle de 120 000 $ par année par détenu en prison. Aujourd'hui, il y a plus de personnes juridiquement innocentes qui attendent leur procès en prison au pays, dans nos provinces et nos territoires. Il y a plus d'innocents que de personnes reconnues coupables. Je comprends tout à fait. Mais la libération conditionnelle n'est absolument pas trop facile à voir. 70% de la population carcérale au pays attend un procès. Cela met en lumière que les enjeux sont répandus et qu'ils comprennent les suivis des libérations conditionnelles et les décisions des juges de paix, la députée de Salish Gulf Island. J'ai une question. Moi, je n'ai pas travaillé dans le milieu juridique, mais c'est le cas de certaines dans ma famille. Mais ne devrions-nous pas trouver des moyens, quand quelqu'un viole les conditions de libération, de se dire que quand on met une garantie pour une libération conditionnelle et quand les conditions ne sont pas respectées, a-t-on des données sur la fréquence à laquelle la garantie est restituée? Le ministre a 30 secondes. C'est une proposition importante. Je n'ai pas de détails, mais je peux rassurer ma collègue que à l'automne, à Yellowknife, nous allons parler des façons de changer les règles de libération conditionnelle et leurs conséquences réelles, par exemple, lorsque les conditions ne sont pas respectées. La députée de Salish Gulf Island. Merci. J'aimerais parler du projet de loi C-63 parce que je l'ai appuyé. Mais je crois qu'il y a des problèmes d'algorithme. Il y a certains exemples que j'ai mentionnés qui sont tout particulièrement utiles. On demande des réactions publiques, rapides plutôt. On crée un degré de rage qui n'existerait pas si ces algorithmes n'existaient pas. Est-ce que le ministre croit qu'on peut aller de l'avant avec ce projet de loi sans se débarrasser des algorithmes? L'honorable ministre, premièrement,
Ce projet de loi vise à établir un plan de sécurité pour voir la façon dont nous modérons les risques aux utilisateurs et il y aura des pénalités qui pourront être mises en place. Il y a aussi cette idée sur le fait qu'on pourrait créer des recherchistes dans les universités qui auraient accès au fonctionnement interne des plateformes. Ça a été félicité entre autres par Frances Haugen. C'est une loi chef de file au monde pour établir une loi appropriée. La députée, lorsqu'on parle de la charte des droits des victimes, nous avons travaillé avec l'ombudsperson Sue Sullivan qui essayait d'appliquer la charte pour les droits des victimes. C'est une chose de l'écrire, mais il faut aussi l'appliquer. Nous sommes connus pour les droits des victimes qui ne peuvent être appliqués. Est-ce que le ministre s'intéresserait à regarder la façon dont on peut protéger les droits des victimes, que ce soit pour le soutien émotif ou autre, de la même façon que la Californie le fait avec sa loi Marsy's? Le ministre, je serais très heureux d'étudier la situation en Californie. Il est important de centrer notre système de justice autour de la victime. Nous l'avons fait avec le projet de loi C-63, avec le projet de loi C-48 et C-75 et auprès des victimes de violences à main armée. Avec un autre projet de loi, ce sont des lois qui nous aident à mettre en place des dispositions pour protéger les droits des victimes, et je serais très heureux d'étudier la situation de la Californie pour voir si on peut importer une partie de leur modèle. La députée, une inquiétude des victimes et de leur famille, c'est le fait qu'il y a des négociations et qu'il y a des négociations de plaidoyer qui sont faites sans la présence de la famille ou de la victime. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la famille et la victime puissent être mieux représentées dans ces négociations? Le ministre, nous avons entendu dans le cadre du projet S12, je crois que le numéro du projet de loi était la façon dont on peut recalibrer le système afin qu'il y ait un contrôle sur les renseignements. Je crois que c'est important. J'aimerais aussi souligner que dans le Fonds pour les droits des victimes, nous avons 40 millions de dollars en 2023-2024 pour des mesures. L'honorable député, lorsque nous en avons débattu sur les minimums obligatoires, il y avait des inquiétudes sur le fait que les compétences pourraient diminuer ce qu'un juge faisait au moment de rendre sa décision, plutôt que de traiter de ce sujet dans les négociations de plaidoyer. Est-ce que le ministre a des commentaires sur les différents territoires et provinces qui ont de telles mesures minimum en place pour les négociations de plaidoyer? Le ministre. En général, lorsqu'il y a des minimums, ça prend plus de temps parce que la négociation de plaidoyer ne se produit pas immédiatement, ce qui a comme résultat d'avoir plus de ressources et plus de délais. En fait, Ben Milam, qui a été impliqué dans l'étude des montants qui existaient, on disait que l'honorable ministre, votre micro est éteint. J'aimerais rappeler que lorsqu'on fait référence aux députés de la Chambre, même si vous faites une citation, il faut que vous les mentionnez par leur circonscription. Le ministre a 3 secondes à l'horloge seulement, alors je vais retourner à la députée qui a 1 minute 8 secondes pour les questions et réponses.
Le ministre ne s'étonnera pas que je veuille parler du C-69 et la rédaction de témoignages. Je n'ai jamais étudié la Constitution, mais j'ai parlé à plusieurs experts. On s'attend à ce que le projet de loi respecte les normes de la Cour suprême. Est-ce que le ministre est ouvert à considérer des changements, même à cette étape, pour nous assurer que l'évaluation environnementale revienne aux 4 carrés d'évaluation qui appartient au fédéral, ce qui a été abrogé par le gouvernement Harper. Le ministre. J'ai regardé la décision de la Cour suprême de 2023 et je crois que l'amendement répondra aux inquiétudes qui ont été mentionnées par la Cour suprême. En ce qui a trait au minimum, j'aimerais citer Dave Downey qui disait que des peines minimales apportera des délais, une augmentation des accusations, intervention du président. Le ministre n'a